Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez, c'est le 20h de Gabon 24. En titre, l'Office des ports et rades du Gabon a signé ce jeudi à Libreville un mémorandum avec des investisseurs du Djeddah intéressés par l'activité portuaire du Gabon. Dans l'actualité à l'étranger, à la une au Sénégal, l'affaire Khalifa Sall. Lors de la deuxième journée d'audience, la question posée était « L'État a-t-il sa place dans ce procès très médiatique ?» Et puis, alors que les géants des réseaux sociaux, les institutions et les politiques ont commencé à affronter le phénomène fake news, l'Église aussi condamne les conséquences de la désinformation dans les médias. Voilà pour les titres. D'abord, l'actualité au Gabon. L'Office des ports et rades a signé un mémorandum qui devra permettre à ses opérateurs économiques d'investir dans plusieurs secteurs. Les détails avec Lariska Lormamangui. Sous la supervision et le contrôle de l'Agence nationale de promotion des investissements, l'Office des ports et rades du Gabon a signé un mémorandum avec des investisseurs étrangers intéressés par l'activité portuaire au Gabon, notamment dans l'exploitation et l'entretien des navires. C'est sur une demande du consul général de Djeddah qui a saisi donc l'ANPI pour recevoir les investisseurs ici dans notre pays. Ils ont choisi donc de visiter le port du Gabon. Donc quand je dis le port, je veux dire les ports du Gabon, dans le but de voir les possibilités d'investir, s'intéresser à l'activité portuaire. Un signal fort qui, selon le directeur général de l'OPRAG, montre l'attractivité de l'environnement des affaires au Gabon. Ce qu'il faut retenir de positif, c'est déjà de voir les partenaires, c'est-à-dire voir des investisseurs s'intéresser à notre pays, à la destination Gabon, ce qui nous laisse entendre que la communication que l'ANPI a engagée depuis un bon moment a bien porté parce que nous recevons des investisseurs chez nous. Ça nous permet aussi, quand ils arrivent chez nous, ce n'est pas que de voir le port, mais aussi de rencontrer des sociétés comme la JOC, comme l'Agatour qui a pu rencontrer aussi ses investisseurs et comme beaucoup d'autres industries dans la place. En perspective, plusieurs investissements dans divers domaines pour le développement du Gabon. Autre signature ce jeudi, cette fois pour le contrat d'enlèvement entre Gabon Oil Company et la société pétrolière américaine Valco, et ce après des négociations entreprises depuis 3 ans relatives à la reprise du mandat de commercialisation des parts de pétrole brut de l'État. Le reportage de Ludmila Toutoum et Lardingue Mamba. C'est au titre du permis pétrolier étamé marin relatif à la reprise du mandat de commercialisation des parts du pétrole brut de l'État qu'une signature de contrat d'enlèvement a été paraphée ce jeudi à l'issue de 3 ans de négociations qui devraient permettre à l'État gabonais, dans un contexte de relance économique, de maîtriser la chaîne de valeur des hydrocarbures et avoir des parts conséquentes sur le marché. Depuis 3 ans, nous avions initié des négociations avec Valco pour essayer d'arriver à un entendement sur comment on allait procéder pour la commercialisation. Il y a certains aspects techniques qui méritaient que Valco et ses partenaires discutent. C'est ce qui nous a pris un peu de temps. Aujourd'hui, nous sommes satisfaits de voir que ces discussions arrivent à leur terme et que c'est un terme positif. Ça va accroître d'environ 17% les volumes que la JOC commercialise. C'est aussi important pour nous dans la partie de crise économique que le secteur traverse. Chaque activité en plus génératrice de revenus n'est pas à négliger. Sidney Black, l'administrateur général de Valco Gabon SA, se dit plutôt satisfait de ce nouveau partenariat. Valco Gabon est très content de l'aboutissement de ce contrat. Vous savez, on a été en négociation avec la JOC depuis près de 3 ans et ça nous a pris beaucoup de temps. Et donc la JOC, de concert avec Valco, nous tous sommes très heureux que ce contrat finalement a abouti à la signature aujourd'hui. La Société nationale des hydrocarbures du Gabon, gestionnaire des participations de l'État, compte avoir une présence étatique dans la distribution de produits raffinés pour atteindre l'indépendance énergétique.
Intéressons-nous maintenant à la coopération franco-gabonaise. D'abord dans le secteur agricole, où tout va plutôt bien. Ce jeudi, un administrateur français de l'Agence française de développement, accompagné du ministre gabonais de l'Agriculture, était sur le site agropastoral de Ali Banding. C'est dans le premier arrondissement de Libreville, voir les fruits de la collaboration de l'Institut gabonais d'appui au développement et l'AFD. Alex Nkogi pour les détails. Toucher du doigt les réalisations de l'Institut d'appui au développement IGAD, voici entre autres l'objectif de la visite de la députée française et administratrice de l'Agence française de développement sur le site agropastoral d'Ali Banding dans le premier arrondissement de Libreville. Accompagnée du ministre gabonais de l'Agriculture et de l'Élevage, cette descente sur le terrain souligne aussi les bonnes relations franco-gabonaises. Le ministre de l'Agriculture voit en cette visite d'un élu français un accélérateur dans la mise en exécution du projet de développement et d'investissement agricole au Gabon, PRODIAG, dans sa deuxième génération. Le PRODIAG a déjà donné des résultats fort satisfaisants. Voici pourquoi le gouvernement s'est engagé dans le cadre du plan de relance de l'économie de poursuivre avec le partenaire de l'AFD d'aller vers un PRODIAG 2 qui devait répondre effectivement à ce souci de diversification de sources de croissance et que le secteur agricole apparaît comme étant le premier secteur moteur de croissance, premier levier de diversification, mais surtout un premier gisement d'emploi. Côté français, on peut donc se réjouir d'une telle visite. Les députés français peuvent appuyer, pousser, influencer, mais je suis aussi administrateur de l'AFD et là aussi je peux être témoin. Quand je viens sur le terrain, je peux être témoin de la réussite des investissements de l'AFD et on ne peut que s'en féliciter. Le périmètre agropastoral d'Ali Banding a été créé en 1994 et s'étend sur une superficie de 7,5 hectares. 52 tonnes de viande sont produites dans ce site annuellement, contre 325,4 tonnes de légumes, dont les plus cultivés sont la marande, la laitue et le poivron. Une coopération qui s'étend dans le secteur de l'artisanat. D'après la séance de travail entre l'ambassadeur de France, le député des Français de l'étranger et le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, c'était ce jeudi. Le ministère des Petites et Moyennes Entreprises élargit son champ de coopération pour soutenir l'artisanat dans la perspective de donner un autre statut aux artisans. Le ministère des PME travaille énormément avec les organisations de la coopération française, l'AFD, et notamment, et avec le PISCA, avec également le soutien de nombreux experts français, notamment ceux de BPI France, ceux de l'Assemblée permanente des chambres de métiers de France. Et donc l'ensemble de ces organismes nous accompagnent dans la mise en œuvre de notre programme d'action, la mise en œuvre de notre feuille de route. Donc, pour faire en sorte que ce programme soit effectif, nous bénéficions d'une coopération importante, notamment en ce qui concerne la mise en place de la Chambre nationale des métiers, qui est un outil important que nous souhaitons voir très vite évoluer dans l'écosystème gabonais. Au cours de cette séance de travail avec l'ambassadeur de France et le député des Français de l'étranger, les programmes d'action du ministère des PME en ce qui concerne l'artisanat ont été harmonisés afin d'optimiser l'apport de ce secteur au Gabon. Et puis, vers une nouvelle ère pour Sogatra, la société gabonaise des transports en passe de se relancer. La volonté est exprimée au plus haut niveau de l'État avec d'importants défis à relever, notamment pour le directeur général qui est entré en fonction. La gestion de la société gabonaise des transports change de main. Alphonse Oyabi Niala arrive au chevet du grand malade dans un contexte économique chahuté. L'une des premières situations qui est décrite ici par le département de l'exploitation des services concerne le parc automobile de Sogatra. Le parc de bus de Sogatra se compose de 239 bus, dont 53 opérationnels à ce jour. Il est à relever qu'il y a quelques mois, le parc était en moyenne de 20 bus. S'agissant des taxis-compteurs, nous avons 140 taxis-compteurs en termes de patrimoine, 84 sont opérationnels et 54 taxis immobilisés pour des pannes diverses, dont 4 épaves. Sogatra, c'est aussi son personnel englué dans des récurrents arriérés de salaire et sa dette vis-à-vis de la CNSS. Tout cela paraît compliqué, mais pour la nouvelle gouvernance, il n'y a jamais d'autre difficulté dans le devoir que de le faire. J'attends le concours de tous
pour faire avancer un peu la SOGATRA dans la satisfaction des attentes des Gabonaises et des Gabonais qui n'attendent de nous que d'être transportés pour aller à leur lieu de travail, puis de les ramener vers leur domicile. Les 1991 agents de la société fondent désormais leurs espoirs sur le management du commandant de bord désormais en fonction et l'autorité de nomination que l'exécutif n'attend pas moins du promu. Je suis certaine que vous êtes un homme rompu à la tâche, un homme d'expérience qui mettra donc son savoir-faire, son expérience au service donc, de la SOGATRA. La réorganisation et la relance de SOGATRA impacteront inéluctablement les charges salariales et les coûts de fonctionnement qui déséquilibrent les budgets de l'entreprise. Ce 25, comme chaque mois, il est de coutume de payer les agents de la fonction publique, notamment à la Poste. Et malgré l'incendie ayant frappé une partie de ces locaux, les fonctionnaires domiciliés dans cet établissement bancaire entrent en possession de leur dû depuis ce jeudi matin. Le constat avec Michel Tini. Alors que d'aucuns s'attendaient à un ralentissement du travail ou un recul de la date de paiement des fonctionnaires à la Poste, au regard de l'incendie qui a eu lieu au sein de ces locaux, 6 au bord de mer, tout fonctionne plutôt normalement ou presque. Et au niveau de l'infrastructure informatique, ça a été conçu de telle sorte que lorsqu'une agence a un problème comme celui-là, cela ne peut pas empêcher aux autres agences du réseau de continuer à travailler normalement. Et vous pouvez le constater vous-même, aujourd'hui, les agences du réseau travaillent normalement. Pour le responsable de l'agence du bord de mer, les fonctionnaires passent à la caisse comme toutes les fins de mois. Les payes se passent normalement, malgré l'incendie qui a endommagé une partie de notre agence Western Union, qui est une annexe du bord de mer. Qu'à cela ne tienne, nous avons pris des dispositions effectivement pour étendre ces guichets-là ici au bord de mer pour essayer d'absorber la clientèle qui est habituellement payée là-bas. Alors, nous avons commencé à payer depuis 7h30. Vous allez certainement observer une forte affluence qui est normale parce que cette clientèle effectivement s'est transportée vers le bord de mer. Mais qu'à cela ne tienne, les payes de fonctionnaires se passent normalement, pas seulement au bord de mer mais sur l'ensemble du réseau à Libreville et à l'intérieur du pays. L'élan entamé depuis quelque temps par la Poste ne semble pas être freiné, même pas par des circonstances malheureuses. Venons-en à l'actualité à l'étranger. Sous la présidence de Paul Kagame, l'organisation africaine entend accélérer sa réforme lors du sommet qui se tient en Éthiopie jusqu'au 29 janvier. Mais d'autres dossiers seront mis sur la table. Un reportage nous en dira plus dans une prochaine édition d'Information. Pour l'heure, allons au Nigeria où, après les déclarations critiques de l'ex-chef de l'État, Olusegun Obasanjo, envers Muhammadu Buhari et sa politique dans une tribune parue dans plusieurs journaux locaux, une conférence de presse a été organisée par l'exécutif pour défendre le bilan de l'actuel président nigérian. Michel Tini. Muhammadu Buhari renoncera-t-il à sa promesse de ne briguer qu'un seul mandat à un peu plus d'un an de l'élection présidentielle prévue le 16 février 2019 ? Pour l'heure, Abuja assure que les rumeurs sur une éventuelle candidature du président nigérian aux prochaines élections ne sont qu'une distraction. C'était au cours d'une conférence de presse tenue par le ministre de l'Information, Lai Mohammed, à la présidence de la République, après les propos lapidaires de l'ancien chef de l'État, Olusegun Obasanjo, envers la politique de l'exécutif. Au cours de la dite conférence de presse, la politique de Muhammadu Buhari a été défendue, estimant que son administration avait enregistré des succès dans la lutte contre la corruption et l'insurrection des islamistes de Boko Haram, et que l'économie faisait également des progrès réguliers. Ce communiqué dresse notamment point par point et chiffre à l'appui des réalisations de ces 3 dernières années sur l'économie, l'agriculture, la lutte contre la corruption, l'électricité, à l'inverse du constat négatif qu'avait fait l'ancien président Olusegun Obasanjo, qualifiant le mandat de l'actuel président de pauvre en performance, en lui recommandant de ne pas briguer un second mandat.
Au Sénégal, à la une, l'affaire Khalifa Sall. Ce mercredi se tenait la deuxième journée d'audience de son procès au tribunal de Dakar. Une audience très technique puisque ce sont toujours les exceptions, les règles de procédure qui sont débattues. Khalifa Sall n'a pas encore été entendu, mais la question posée était: l'État s'estime lésé dans cette affaire et qui est donc partie civile, a-t-il sa place dans ce procès très médiatique? Le récit de Gabriel Ratanga. Le procès pour détournement de fonds de Khalifa Babacar Sall, député et maire de Dakar, en est à son 3e jour d'audience. Les débats sur le fond n'ont pas encore commencé. Les différentes parties au procès se concentrent sur les aspects de procédure. Khalifa Sall, pour le moment, écoute les débats. Tant que les règles de son procès ne seront pas fixées, l'accusé gardera le silence. Khalifa Sall et les 1000 personnes venues assister à l'audience ont donc écouté le débat sur la constitution de l'État sénégalais. Pour le procureur et les avocats du Sénégal, il est hors de question de quitter ce procès car, explique Maître Yérim Thiam, la lutte contre la corruption est une priorité. Le président de la République en a fait de la bonne gouvernance son cheval de bataille. Lorsqu'il constate des détournements d'un tel montant, il faut que la justice soit saisie. Pour les avocats de Khalifa Sall, l'État n'a au contraire rien à faire dans ce procès. Ils estiment que les deniers publics sont les deniers de la mairie et non de l'État. La phase des exceptions n'est pas terminée. La caution déposée pour obtenir la liberté provisoire de Khalifa Sall ayant été refusée durant la phase d'enquête, ses avocats veulent visiblement en débattre devant le tribunal. La sécheresse vire au scénario catastrophe dans la métropole sud-africaine du Cap. D'ici au 12 avril, les robinets pourraient être à sec et les habitants contraints de faire la queue pour recevoir leur ration d'eau quotidienne sous la protection de la police. Marina Boissard pour le récit. Cape Town, deuxième ville d'Afrique du Sud, est sous le feu de panique. D'ici au 12 avril, tous les robinets pourraient être à sec et les habitants sont contraints de faire la queue pour recevoir leur ration quotidienne en eau. En novembre, il avait été fixé au 13 mai. Depuis, la situation n'a cessé d'empirer et la mairie obligée d'avancer à plusieurs reprises la date fatidique qui est désormais fixée au 12 avril. La consommation normale dans la ville du Cap, si vous regardez historiquement, plus de 1,2 milliard de litres d'eau étaient utilisés. La ville a géré avec succès le processus pour amener la demande à des niveaux de 6 millions de litres d'eau. Et maintenant, je demande que nous atteignions 450 millions de litres. En effet, le niveau d'eau dans les barrages, première source d'approvisionnement de la mégapole de 4 millions d'habitants, est dramatiquement bas. Revu à 1,1 milliard de litres par jour en 2016, à environ 586 millions de litres actuellement, la ville a beau réduire la consommation d'eau. Aujourd'hui, ses efforts restent largement insuffisants. Je viens ici tous les jours pour aller chercher de l'eau pour ma famille et pour laver et boire cette eau, parce qu'il n'y a pas d'eau ici dans notre pays. Pour tenter d'éviter le scénario catastrophe, la municipalité a notamment lancé des forages dans des nappes aquifères et ordonné aux Capetoniens de réduire encore de 40% leur consommation d'eau. À compter du 1er février, leur seront alloués 50 litres par jour et par personne, l'équivalent d'une douche d'environ 3 minutes. Un tout autre sujet, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a déposé hier sa candidature à l'élection présidentielle dont le premier tour va se tenir le 26 mars alors que plusieurs de ses rivaux sont désormais hors course. Lariska Lormamangui. Depuis décembre, plusieurs candidats qui avaient annoncé leur intention de se présenter à l'élection ont été disqualifiés ou ont annoncé leur retrait de la course à la présidentielle. Le dernier en date est Khaled Ali, opposant réputé, célèbre pour avoir mené une bataille judiciaire contre le régime de Al-Sisi et pour avoir été condamné à la présidentielle de 2012 face à l'islamiste Mohamed Morsi. Aujourd'hui, nous annonçons notre décision de ne pas participer à cette élection, a-t-il dit lors d'une conférence de presse au Caire. Selon cette figure de la révolte de 2011 qui a provoqué la chute de Hosni Moubarak, le calendrier électoral ne permet pas une élection présidentielle libre et juste. Aujourd'hui, nous annonçons notre décision de ne pas participer à cette élection. Nous ne soumettrons pas nos documents de candidature.
Selon lui, les candidats potentiels n'avaient pas eu le temps d'obtenir les parrainages nécessaires pour s'enregistrer avant la date butoir du 29 janvier, qui n'avait été annoncée que le 8 janvier par l'autorité nationale des élections. J'appelle les forces politiques égyptiennes à adopter une position commune et de prendre la responsabilité collective de cette bataille, jusqu'à ce que nous soyons unis pour l'Égypte, pour nos enfants, pour l'avenir de tous. Le premier tour est prévu du 26 au 28 mars, après un mois de campagne électorale. La décision de Khaled Ali intervient alors que plusieurs autres candidats qui avaient annoncé leur intention de se présenter ont, ces derniers temps, été disqualifiés ou ont annoncé leur retrait de la course à la présidentielle. En bonne place dans l'actualité à l'étranger, ce message du pape François condamnant le mal des fausses nouvelles et leur rôle dans la division au plan politique et économique. Le souverain pontife trouve utile de s'exprimer sur le sujet au regard de nombreux dégâts que cause ce phénomène. Tout comme le numéro 1 gabonais qui, lors de la cérémonie des vœux, s'est adressé à la presse gabonaise en condamnant la mauvaise pratique des fake news, le pape François, dirait-on, a emboîté le pas en déclarant que les fausses nouvelles étaient le signe d'attitudes intolérantes et hypersensibles et menaient jusqu'à la propagation de l'arrogance et de la haine. Durant toute sa tournée, le souverain pontife a relevé le sujet des fake news qui, au dire de son porte-parole du Vatican, lui porte véritablement à cœur. Le pape François a invité aujourd'hui les journalistes et les utilisateurs des réseaux sociaux à dénoncer les fausses nouvelles qui sèment la division pour servir des intérêts politiques et économiques. En septembre dernier, le pape François avait annoncé sur Twitter que le thème de la prochaine journée mondiale de la communication serait la lutte contre les fausses nouvelles, sous le titre « La vérité vous rendra libre », formule tirée de l'Évangile selon Saint Jean. Cette journée mondiale de la communication instituée après le Concile Vatican II sera célébrée le 13 mai. Son thème est officiellement communiqué le 25 janvier, jour de Saint François de Salès, patron des journalistes. Le journalisme n'est pas seulement un métier, c'est une mission, a poursuivi le chef de l'Église catholique. Grand utilisateur des réseaux sociaux, Donald Trump s'est envolé mercredi pour participer pendant 2 jours au Forum économique de Davos. Le président américain doit prononcer un discours vendredi devant le Forum économique mondial qui réunit quelques 3000 participants triés sur le volet dans la très chic station de ski suisse. Nous allons au Forum économique de Davos pour dire au monde que l'Amérique est ouverte aux affaires, avait déclaré mardi Gary Cohn, conseiller économique de Donald Trump, lors d'un point de presse sur le programme du président. Le locataire de la Maison-Blanche, qui est sorti des accords de Paris sur le changement climatique, a abandonné les négociations commerciales multilatérales avec la région Pacifique, menace de sortir de l'ALENA et vient juste d'imposer de lourdes taxes pour des machines à laver et des panneaux solaires d'importation, devra convaincre un parterre d'hommes d'affaires et de responsables gouvernementaux réunis dans un forum qui privilégie le libre-échange. Son secrétaire au Trésor risque d'avoir tendu un peu plus l'atmosphère avec les partenaires commerciaux des États-Unis en soulignant à Davos qu'un dollar plus faible était bon pour les États-Unis. Cette rupture, avec plusieurs décennies de déclarations rituelles sur le dollar fort dans l'intérêt des États-Unis, a fait chuter le billet vert. Une bonne chose pour les exportateurs de produits américains plus compétitifs, mais une barrière supplémentaire aux importations des pays aux monnaies plus fortes. Sur le front diplomatique, Donald Trump doit notamment rencontrer le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, auquel il vient d'offrir la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël, mais aussi la Première ministre britannique Theresa May, avec laquelle les relations sont inhabituellement tendues. Et maintenant, le rappel des principaux titres de cette édition. Dans l'actualité au Gabon, l'Office des ports ERAD a signé ce jeudi à Libreville un mémorandum avec des investisseurs du Djeddah intéressés par l'activité portuaire du Gabon. À l'étranger, à la une au Sénégal, l'affaire Khalifa Sall lors de la 2e journée d'audience. La question posée était « L'État a-t-il sa place ?» dans ce procès très médiatique. Et puis, alors que les géants des réseaux sociaux
sociaux, les institutions et les politiques ont commencé à affronter le phénomène fake news. L'Église aussi condamne les conséquences de la désinformation dans les médias. Voilà pour le 20h préparé par la rédaction de Gabon 24. C'est maintenant la fin, mais restez avec nous, la communication numérique incontournable. On en parle sur la toile dans quelques minutes avec notre geek maison. Tout de suite, on s'intéresse aux présidents africains connectés, interconnectés entre eux et interactifs avec les populations. À tout de suite.